Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types d'événements Lorcana. C'est parti! On va séparer 4 types d'événements Lorcana. Le jeu libre, le construit, la draft et le scellé. On va commencer par le plus simple, le jeu libre. Le jeu libre, c'est un événement où chacun vient avec ses cartes et où la boutique qui vous accueille pourra éventuellement prêter des decks de démarrage. Le but de ces événements, c'est d'apprendre à jouer, mais vous n'aurez pas de nouvelles cartes a priori dans ce genre d'événement. Il y a éventuellement une récompense, mais qui sera donnée à tout le monde. Le but de ce genre d'événement, c'est de jouer tous ensemble, apprendre aux nouveaux joueurs, s'entraîner pour les compétitions, etc. Voir ce qui marche pas, quelles sont les cartes qui existent, éventuellement faire des échanges. Ce mode de jeu est soit gratuit, soit demande une participation très légère. Par exemple, je sais qu'à Magic Bazar c'est 6 € et vous aurez un booster quand même. Ce qui est le prix d'un booster, hein. Donc c'est très intéressant. Deuxième type d'événement, les événements en construit. Là il va s'agir de compétitions où chacun amène son deck. A priori pas un deck de départ, mais un deck où le joueur aura choisi, construit chacune de ses 60 cartes. L'idée est ici de faire un tournoi tout simplement, avec chacun qui ramène ses cartes. En général, pareil, la participation aux frais est minime, c'est-à-dire 6 à 8 € selon la boutique, juste pour l'organisation, etc. Et en général, il y a des prix. Il y a deux types de compétitions en construit. Il y a les compétitions lambda, c'est-à-dire juste vous arrivez, vous repartez, voilà. Et il y a la ligue. La ligue, je pense que je ferai une vidéo dessus en particulier. C'est un événement organisé à échelle mondiale et quand vous gagnez, ou en tout cas quand vous participez à des compétitions, que ce soit en construit ou en scellé, je crois qu'il y en a aussi, mais ça on n'a pas trop d'infos pour l'instant, donc j'en ferai vraiment une vidéo à part. Ça vous permet d'avoir des points et d'avoir un classement mondial lié à Lorcana. On arrive aux deux types d'événements qui sont un peu particuliers et que je vais vous expliquer sur, notamment si c'est votre première fois, que vous y allez seul, etc. Il y a des petites choses à savoir. Normalement on vous les rappelle, mais c'est quand même mieux de les savoir en amont. On va commencer avec le scellé. Le scellé, c'est l'événement qu'on a pu faire avec Laurane et une amie l'autre jour. Donc vous allez avoir des images pour illustrer ce que je vous raconte. Donc le scellé, c'est quoi? C'est vous venez et on vous fournit 6 boosters. Alors évidemment, ça a un prix. La participation va être beaucoup plus élevée. Nous, c'était 38 €, c'est-à-dire le prix de 6 boosters. Parce que la boutique où on les achète, c'est pas 6 €, c'est un petit peu plus parce qu'ils les revendent au prix qu'ils peuvent et en fonction des stocks qu'ils ont eu. Donc c'est 38 €. Chacun a ses 6 boosters et va les ouvrir. Il va falloir ensuite construire un deck de 40 cartes. Attention, c'est important, c'est pas 60 comme d'habitude, c'est 40. Un deck de 40 cartes, vous pouvez mélanger toutes les encres. Il n'y a pas de limitation à 2 encres comme pour le construit classique. L'idée, c'est d'arriver à trouver des mécaniques dans les cartes qu'on vous a données qui vont aller bien ensemble. Vous avez à peu près 1 heure selon les lieux, les boutiques, etc. Vous avez à peu près 1 heure pour construire votre deck. Ensuite, on commence le tournoi. Nous, c'était en 5 manches, ou on appelle ça des rondes aussi. En 5 rondes, donc on va rencontrer 5 autres joueurs. Si vous gagnez, vous montez dans le classement et vous allez rencontrer des gens qui ont aussi gagné. Si vous perdez, vous allez descendre dans le classement et vous rencontrez des gens qui ont aussi perdu. Et à l'issue de ces 5 matchs, nous avons un classement. En réalité, quand je parle d'une ronde ou d'un match, un match c'est pas juste un combat. Ça va être en BO3, c'est-à-dire qu'il faut avoir remporté 2 combats pour pouvoir être déclaré vainqueur. Parfois 2 combats suffisent si on gagne 2-0, mais des fois il faut faire le 3ème, ça fait 2-1. Et en général on a 45 minutes à 1 heure pour faire les 2 à 3 combats. Nous c'était 45 minutes et ça peut être très suffisant ou très juste. Au bout du temps imparti, si vous n'avez pas fini, il vous reste 5 tours à jouer et celui qui a le plus d'avance en lore gagne. Pour le classement, nous étions 26 joueurs. Notre amie a fini 7ème, alors on est un petit peu surpris parce qu'elle a battu des gens qui étaient mieux classés qu'elle. Enfin, on n'a pas trop compris comment ça avait marché pour elle. On pensait qu'elle était mieux classée que ça. C'est étonnant. Surtout que les 2 seuls matchs qu'elle a perdus, c'était contre la personne qui a fini premier et la personne qui a fini 3ème. Donc on est un peu surpris, mais bon. Pour une première expérience, c'est vraiment bien 7ème sur 26, ça reste une belle performance. Laurane a fini 4ème, donc il a eu une récompense. Tout le monde avait ses 6 boosters qu'il avait achetés évidemment, mais également une carte promo qui est très jolie. Et pour le 4ème, il y avait un booster à gagner. Moi j'ai fini 3ème, donc j'ai eu 2 boosters. Le 2ème a eu 3 boosters et le premier a eu 4 boosters, en plus de la carte promo. Donc les lots étaient quand même assez conséquents et c'est très chouette. On va passer aux astuces de comment est-ce qu'on construit ce fameux deck de 40 cartes. Ce qu'on conseille, nous, c'est de commencer par ouvrir vos paquets et de lire toutes les cartes une par une. Surtout que là, nous, on s'était pas spoil du tout, donc on les connaissait pas.
Si vous voulez vraiment gagner du temps, mais je le recommande pas si c'est en début de chapitre, nous c'était une avant-première donc on n'avait pas envie de se spoil avant, lisez vos cartes soigneusement, vous avez le temps. Ensuite, nous on les classe par coût, c'est-à-dire on met toutes les cartes qui coûtent 1 d'encre en pile, puis 2, puis 3, etc. Il faut faire très attention à avoir suffisamment de cartes qui sont ancrables, c'est-à-dire qu'on a remarqué que sur 40 cartes, il fallait pas plus de 5-6 non ancrables. Entre 4 et 6 non ancrables, c'est très bien. Au-delà, ça va être dangereux, vous allez avoir des problèmes trop souvent de cartes non ancrables dans vos mains et vous allez être coincé. Il faut faire attention à avoir suffisamment de petites cartes, mais aussi des grosses cartes pour avoir de quoi jouer jusqu'au bout de la partie. Alors ça dépendra de votre deck aussi, hein. Si vous avez un deck qui vous permet de mettre plus d'encre que juste une par tour, bah évidemment il faut aller chercher des cartes qui coûtent un peu plus cher, ou plein de petites cartes qui coûtent peu cher pour en mettre plusieurs dans le tour et à ce moment-là avoir de la pioche. La pioche c'est fort, de manière générale, donc si vous avez des cartes qui font piocher, qui vous ont l'air correctes, c'est-à-dire pas qui coûtent 7 ou 8, si vous avez des cartes qui font piocher, c'est bien. Ensuite il faut trouver des mécaniques donc, qui sont intéressantes. Il y a des cartes qui sont fortes dans tous les cas, par exemple celles qui donnent des résistances, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une réduction de dégâts et ça c'est toujours fort, quel que soit votre deck ça sera toujours utile. Et ensuite il faut regarder vos grosses cartes, en tout cas si vous avez des légendaires ou des cartes très rares, c'est bien de les regarder parce que souvent, pas toujours, hein, mais souvent elles ont une mécanique un peu particulière qui fait qu'on va pouvoir construire un truc autour. Par exemple une mécanique de j'aime bien que mes personnages ils blessent les adversaires. Pas forcément qu'ils les tuent mais qu'ils les blessent. Dans ce cas là on va vouloir des personnages qui ont beaucoup de vie, qui ont beaucoup de résistance. Parce que comme ça ils vont pouvoir taper plusieurs fois. On peut avoir une carte légendaire qui va renvoyer des petites cartes dans notre main. Donc dans ce cas là il faut des petites cartes pour pouvoir les rejouer derrière. On peut avoir des cartes très rares qui ont des effets si on joue des chansons. Ou si on joue des objets. Donc si on veut jouer autour de ces cartes, forcément on va falloir faire attention à mettre des chansons ou des objets. Donc pour résumer, on commence par les cartes qui font piocher. Ensuite on prend les cartes qui sont fortes dans l'absolu, celles qui font des réductions, etc. Ensuite on va regarder nos cartes très chères, rares, etc. Ultra rares, etc. qui permettent d'organiser en fait son deck pour dire ok moi je veux jouer ce type de mécanique. Et ensuite on complète. Il faut faire bien attention à la fin aussi d'avoir des cartes bien réparties, d'avoir de tous les coups. Faut pas qu'il y ait un trou. Si vous n'avez pas de cartes qui coûtent 4, ça va être compliqué. Sauf si vous avez vraiment beaucoup de cartes qui coûtent 2 qui sont très bien. C'est peu probable. Mais pas impossible. Une fois que vous avez fait votre deck, vous avez le droit de le changer entre 2 rondes. Mais toujours avec seulement les cartes que vous venez d'ouvrir. Vous n'avez pas le droit de récupérer des cartes de votre voisin, vous n'avez pas le droit de faire d'échanges avant d'avoir fini la compétition. En revanche, vous avez le droit de faire des petits changements si vous voyez que telle ou telle carte, elle n'est pas ancrable et vous la jouez jamais. Clairement, il faut la changer. Quitte à mettre juste une carte ancrable qui vous servira à rien, mais qu'au moins vous pourrez utiliser pour faire de l'encre. J'ai une affection particulière pour le scellé, parce qu'il n'y a pas besoin de connaître le set avant. C'est bien d'avoir une idée, des mécaniques qui vont être très jouées, etc. pour pouvoir les contrer. Mais honnêtement, ce qui est le plus important, c'est de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc on va vraiment avoir tendance à chercher des choses peut-être un peu originales ou regarder ce qu'on retrouve souvent sur nos cartes et ça va permettre de découvrir un set de façon assez intéressante je trouve. Je trouve que c'est vraiment le mode de jeu idéal pour découvrir un set. Le dernier mode de jeu c'est la draft. Alors ça coûte un petit peu moins cher que le scellé puisqu'en scellé il vous fallait 6 boosters, en draft il vous en faudra 4 ou 5, ça dépendra de la boutique ce qu'elle préconise. En fait il va falloir faire un deck de 40 cartes à nouveau et si vous avez 4 boosters ça vous fait 48 cartes. Donc ça passe, mais c'est un peu juste. D'un autre côté, en draft, c'est pas aussi gênant qu'en scellé, et je vous explique tout de suite pourquoi. Le principe de la draft, vous allez ouvrir un booster. Vous avez donc vos 12 cartes. Vous allez en choisir une. A priori, vous allez plutôt regarder à droite, là, les cartes rares, ultra rares, très rares. Donc, vous allez ouvrir, vous allez sélectionner une carte. Il faut bien les lire tout attentivement, et c'est quand même beaucoup plus facile si on les connaît déjà, parce qu'on a peu de temps à chaque fois. Donc on regarde toutes les cartes, on en sélectionne une, on la garde et on passe notre paquet à notre voisin de gauche. Notre voisin de gauche nous passe son paquet, il n'y a plus que 11 cartes. On va sélectionner parmi ces 11 cartes celle de notre choix. Pareil, on commence par regarder les rares, très rares, etc. Mais des fois il y a des communes qui sont ultra fortes. Et l'intérêt de connaître déjà le set, c'est d'avoir une idée de ce qui est déjà très fort. Pour pas, 1, le prendre pour soi, et 2, ne pas le laisser au suivant. Et on continue comme ça jusqu'à finir le premier booster. On passe au second booster. On regarde les cartes, les 12 cartes à nouveau.
on en sélectionne une et cette fois on passe à droite, etc. etc. jusqu'à avoir fini tous les boosters. Ensuite on a un ensemble de cartes. On va en enlever quelques-unes puisque à nouveau on veut faire un deck de 40 cartes et de n'importe quelle couleur. Il n'y a plus de limite d'encre. L'intérêt donc c'est de pouvoir construire un deck avec moins de cartes qui a priori nous intéressent pas puisqu'on les a sélectionnées. Sauf que la dernière carte qu'on récupère du booster, on l'a pas choisie du tout. A priori elle est pas terrible. D'un autre côté, tant qu'elle est ancrable, c'est pas très grave d'avoir des cartes pas terribles, il y a des cartes vous savez que vous les ancrerez. Et c'est équitable parce que tout le monde a été dans la même configuration, c'est-à-dire avoir d'abord les 12 cartes. C'est sûr que tous les boosters n'ont pas de légendaire et que donc potentiellement vous en avez pas et que c'est pas équitable. D'un autre côté, peut-être que dans un booster il y en avait deux puisqu'il y en avait une normale et une en foil et donc potentiellement il y en a une qui est passée plusieurs fois. La draft ça a l'avantage d'être un petit peu moins cher, mais c'est beaucoup plus difficile. Si vous êtes débutant, je vous conseille fortement le scellé. C'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui vient vous aider à construire votre deck quand vous avez vos 6 boosters ouverts que une fois que vous avez mal sélectionné vos cartes au fur et à mesure des drafts. Et c'est vraiment pas évident de sélectionner correctement ces cartes de draft. Encore une fois, je trouve qu'il faut connaître vraiment le chapitre pour pouvoir s'en sortir correctement. En somme, il y aura beaucoup plus d'inégalités entre joueurs aguerris et joueurs débutants sur une draft que sur un scellé. Ce qu'on peut noter aussi de notre expérience de scellé, c'est que les gens étaient vraiment très gentils. Le but c'était de s'entraider, on autorisait à expliquer, on faisait attention évidemment à corriger les règles, etc. Quand quelqu'un faisait une erreur en face de moi, évidemment je lui disais, mais pas de façon négative ou oh tu t'es trompé, ça va pas. C'était en mode ah bah tiens regarde ça t'as pas le droit de le faire parce que etc. Peut-être que tu pourrais faire ça. Je me souviens sur le premier match il y a un groupe qui a pas du tout fini parce que l'adversaire donnait des tas de conseils à son opposant juste pour l'aider à apprendre en fait. Donc il y a vraiment, en tout cas au début pour l'instant et hors ligue, attention, parce que la ligue je sais pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas de notre expérience c'était vraiment très sympa, tout le monde était très content d'être là, d'avoir des cartes, de pouvoir jouer, il y avait des gens aguerris, il y avait des gens complètement débutants, la plupart des gens venaient au moins à 2, nous on était 3 mais il y avait des gens seuls aussi. Il y a pas mal de gens avec qui j'ai pu discuter parce que moi alors moi donc j'ai fait 3ème mais ma spécialité c'était de tuer les gens très très vite, c'est à dire qu'on avait je pense 35 ou 40 minutes, peut-être même 45 minutes pour la ronde. Il y a une ronde où j'ai fini, il restait 29 minutes quand même. J'ai fait 2-0 et il restait 29 minutes et la suivante il me restait 20 minutes, j'ai fait 2-1. Voilà. Donc on a fait 3 matchs et il restait quand même 20 minutes. Pour vous dire que mon deck était plutôt un rouleau compresseur efficace. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on garde les cartes. En draft, on va garder les cartes qu'on a draftées, pas celles qu'on a ouvertes. Donc ça peut être un peu frustrant aussi de ce point de vue-là. Mais dans tous les cas, il y a presque toujours des lots pour les... Alors là c'était 4 premiers, j'étais agréablement surprise, mais 3 premiers en général. Il y a toujours des cartes promo quand votre boutique est affiliée. Pourquoi quand elle est affiliée seulement? Parce qu'il faut que Ravensburger ait envoyé les lots. Il y a parfois des pins, il y a parfois voilà, d'autres récompenses en fonction de ce que Ravensburger aura envoyé à votre boutique, tout simplement. Les boosters là par exemple, je sais que c'est la boutique qui n'en avait pas des gratuits par Ravensburger pour les compétitions mais qui a mis la main à la poche pour offrir une vraie récompense et nous motiver pour ce premier tournoi. Petite information qui pourra vous être utile, un tournoi de l'Orcana quand on est 26 c'est très très long. Nous on y a passé 6 heures, on a commencé à 14 h, on a fini à 20 h. Voilà. Pour avoir le temps de construire, enfin de commencer en retard pour attendre les derniers, de construire, de aider les gens qui savaient pas jouer, leur réexpliquer les règles, faire les 5 rondes, faire la remise des prix, on a fini à 20 h. Sachant qu'en plus il y a beaucoup de gens qui ont abandonné en cours de route, donc à la fin les dernières rondes elles allaient un peu plus vite, puisque évidemment on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin du temps imparti si tout le monde a fini. Faut noter que les premières rondes vont être toujours un peu plus longues que les dernières puisque au fur et à mesure on connaît notre deck donc on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'on a envie de jouer, ce qu'on n'a pas envie de jouer, etc. Évidemment il y a toujours un temps de réflexion mais il va être beaucoup plus important au début quand il va falloir relire toutes nos cartes une par une que à la fin quand on connaît nos cartes. Pour conclure, je vous encourage fortement si vous le pouvez à aller à ces événements. Je vous remets le lien du site Ravensburger avec directement la carte pour voir s'il y a une boutique affiliée pas loin de chez vous. Moi c'est comme ça que j'ai découvert la boutique où on est allé, donc c'est très chouette, c'est vraiment un super endroit, nous on y retournera pour d'autres événements, l'Orcana mais pas que, c'est une boutique de jeux de société, nous on adore les jeux de société, ils font aussi du jeu de rôle, ils font aussi plein de choses, donc on ira régulièrement, ça c'est sûr, et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà participé à un événement l'Orcana, si vous comptez le faire, et si vous avez des questions aussi n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!